Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Il est 8h30, émission spéciale, Ecorama émission spéciale ce matin sur Boursorama avec vous, François Villeroy de Galhau. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là donc pour cet entretien exclusif sur Boursorama. Gouverneur de la Banque de France. Sans surprise, la BCE hier n'a pas modifié son taux directeur lors de sa dernière réunion de l'année. Les taux de dépôt sont toujours fixés et calés à 4%. Après cette deuxième pause d'affilée, ce qu'il faut en déduire, ou pas d'ailleurs, que les hausses de taux sont définitivement derrière nous. Je crois qu'en tout cas, il faut en déduire qu'aujourd'hui, c'est un couple de vertus, si vous me permettez, David Jaco, qui s'impose, et c'est ça le message que nous avons voulu passer. C'est qu'il faut à la fois de la confiance, et nous avons exprimé beaucoup de confiance hier autour de Christine Lagarde, et puis de la patience. Un tout petit mot sur la confiance quand même, parce qu'on a retenu peut-être la patience et le fait qu'on était sur un plateau en ce qui concerne le niveau des taux d'intérêt. Mais il y a eu hier un changement important dans notre déclaration, c'est que nous avons enlevé une phrase qui disait depuis plusieurs réunions que l'inflation allait rester trop haute pendant trop longtemps. Et nous l'avons remplacée par une phrase qui dit explicitement que l'inflation va se rapprocher de l'objectif de 2% en 2025. Ça, c'est un changement très important de signal. Et au passage, avec la prudence qui caractérise la BCE, c'est la confirmation officielle d'un engagement que j'avais pris depuis plusieurs mois publiquement. Et ce n'était pas seulement une prévision de dire, et je le redis ce matin, David Jaco, nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025. Donc fini les hausses de taux, pardon, je repose la question. Alors, question. je vais revenir sur les hausses de taux. Je crois qu'on peut dire que, sauf choc, sauf surprise, fini les hausses de taux. Oui, mais ça ne veut pas dire une baisse de taux très rapide. Ça c'est la patience. Peut-être encore un mot sur la confiance, David Jaco. Parce qu'il y a une théorie que vous et moi avons parfois entendue du dernier kilomètre, qui consiste à dire... Eh bien, la dernière partie du chemin vers l'objectif de 2%, elle serait plus difficile parce qu'en nature, elle serait différente. Je ne crois pas à cette spécificité du dernier kilomètre. Nous voyons aujourd'hui un mouvement de désinflation qui est général, y compris sur ce que nous appelons l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, et en particulier le prix des services recule aussi relativement rapidement. Est-ce que cette décélération de l'inflation, est-ce qu'elle est plus rapide, quelque part, que ce que vous aviez anticipé en début d'année ? Elle est un petit peu plus rapide, un petit peu plus, notamment parce que la transmission de la politique monétaire est un petit peu plus rapide. Pour le dire autrement, la politique monétaire est efficace. Bien sûr, il y a la décélération des prix de l'énergie qui aide, mais j'ai parlé de cette inflation. Moitié-moitié entre la baisse des prix de l'énergie et les hausses de taux. Alors je crois que la proportion et les prix de l'énergie décélèrent plus, mais cette inflation sous-jacente est plus importante dans le panier de consommation, puisqu'elle représente 70%. Maintenant, je voudrais quand même insister sur la patience, parce que c'est un couple de vertus, confiance et patience, et ce qui fait qu'effectivement, nous n'avons pas parlé de baisse des taux hier. Oui, personne ne l'a proposé. Pourquoi patience ? Parce que je vais prendre une image de montagne. En montagne, vous avez des pics, vous avez des descentes, mais vous avez aussi des plateaux. Et je crois que nous sommes sur un plateau où il faut se donner le temps d'apprécier la vue, c'est-à-dire d'apprécier les effets de la politique monétaire. J'ajoute un élément sur la patience qui est peut-être plus technique, c'est que dans les prochains mois, il y aura, pour des raisons d'effet de base, il y aura une remontée temporaire de l'inflation. Alors, à quelle hauteur ? Ça va dépendre des pays, et puis on verra, mais de l'ordre de quelques dixièmes de points. Mais ça ne veut pas dire que ça casse cette tendance de fond à la désinflation. Maintenant, je voudrais préciser un peu cette patience. C'est pas une patience indéterminée, consiste simplement à ne pas avoir d'horizon de temps. C'est pas à l'inverse une patience bornée qui dirait j'attends une date fixe. Je crois que c'est une patience éclairée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est une patience éclairée par les données. Nous serons conduits par l'examen des données économiques sur l'inflation, sur cette fameuse inflation sous-jacente et les salaires, aussi sur la transmission de la politique monétaire. Nous serons conduits par les données, nous ne serons pas conduits par le calendrier. Ça, c'est un message très important. Patience éclairée.
Est-ce qu'on peut dire que la BCE est en passe, sans triomphalisme, de gagner son combat contre l'inflation ? Je crois qu'il ne faut pas déclarer victoire trop tôt, mais je crois que dans ce combat contre l'inflation, nous marquons des points et que les Français, les entrepreneurs peuvent avoir confiance dans le fait que nous ramènerons l'inflation vers 2% d'ici 2025. Ça, c'est un élément très important. Mais on est déjà à 2,4%. On se dit, oui, alors, on est à 4 dixièmes de l'objectif. Pourquoi Christine Lagarde, hier, dit qu'il ne faut pas baisser la garde alors qu'on est à 4 dixièmes de l'objectif? Christine Lagarde dit très justement qu'il ne fallait pas baisser la garde. J'appelle votre attention sur les évolutions temporaires que je citais. Oui, le rebond possible. Il y aura un petit rebond technique. Ce qui compte pour nous, c'est quand nous serons bien en moyenne autour des 2%. Notre prévision, c'est 2,1% en 2025. Au passage, ça sera aussi le cas sur la France, mais nous rendrons publiques nos prévisions pour la France la semaine prochaine. Ouais, la BCE qui a mis à jour ses prévisions macroéconomiques hier. Si je résume le programme, c'est moins d'inflation et moins de croissance. Oui, il y a un ralentissement de l'activité. Oui. Moi, ça fait 4 trimestres que l'économie stagne en zone euro. Ça vous inquiète pas plus que ça ? On est plutôt sur une croissance légèrement positive, mais c'est vrai qu'il y a un ralentissement. Nous attendons 0,8% de croissance pour la zone euro l'an prochain. On verra la prévision française, comme je l'ai dit, dans une semaine. Mais je vais le dire autrement, David Jaco. On peut relever effectivement l'efficacité de la politique monétaire contre la maladie qu'est l'inflation. Donc c'est un remède efficace. Mais c'est un remède, c'est vrai, qui se traduit par un ralentissement de l'activité. Ça n'est pas la seule raison du ralentissement en Europe. Il y a aussi le ralentissement de l'ensemble de la demande mondiale. Cette inflation donc, qui a ralenti, 2,4% d'inflation zone euro en glissement annuel. Est-ce qu'on se dit, la question se pose a posteriori, est-ce que la hausse de taux de septembre, est-ce qu'elle était, avec du recul, vraiment nécessaire ? Il y a eu une discussion au mois de septembre, je ne vais pas y revenir ce matin, chacun avait son opinion, j'avais la mienne, mais je crois qu'aujourd'hui nous regardons devant nous et, comme je l'ai dit, nous sommes sur un plateau, nous sommes dans une ère de patience éclairée, il y a eu unanimité cette fois-ci autour de la table du Conseil des gouverneurs. Juste sur l'inflation, encore une fois, on est passé de 10% et quelques en octobre 2022, 10,6%, je parle sous votre contrôle de mémoire, à 2,4% d'inflation. Ça s'est passé en 13 mois, mais maintenant il faudra attendre 2 ans et plus pour passer de 2,4% à 2%. Ça ne paraît pas évident pour le commun des mortels de se dire « Waouh, un gros morceau du chemin a été fait en un an et maintenant il faut 2 ans pour gagner 4 dixièmes ». Oui, alors, comme on le disait, ça a été aidé par la décélération des prix de l'énergie qui a été très spectaculaire. Au passage, c'est un des éléments de confiance. Souvenez-vous, début octobre, quand il y a eu les attaques du Hamas en Israël et puis la prolongation du conflit aujourd'hui à Gaza, tout le monde craignait un embrasement du prix du pétrole. Il ne s'est pas produit. Au contraire. Donc là, je crois qu'il y a un élément favorable. Reste que cette désinflation doit se diffuser à l'ensemble de l'économie, dont les services et les biens manufacturés que nous achetons. Ça prend un peu plus de temps, mais comme je le disais, je ne crois pas que ce dernier kilomètre dans lequel nous entrons soit de nature différente. Confiance et patience. Sur la patience, pardon, je la pose directement la question. Est-ce que vous fermez ou pas la porte à des baisses de taux en 2024 ? Nous n'avons donné aucun calendrier sur une prochaine baisse de taux. Soyons clairs, puisqu'il n'y aura plus de hausse après un plateau sur lequel j'insiste encore une fois, le prochain mouvement devrait, sauf surprise, être une baisse. Mais nous ne serons pas guidés par un calendrier, nous serons guidés par des données. Je voudrais là-dessus donner une précision importante, si vous voulez bien. Nous avons aussi décidé hier de commencer à diminuer les réinvestissements sur notre dernier programme d'achat qui est le PEP. Pandémique. Voilà. Et nous avons dit que nous allions diminuer ces réinvestissements à partir du mois de juillet. Et il y a eu certaines interprétations qui ont relié cette date à votre question. Alors, je voudrais affirmer très clairement qu'il y a séparation totale, absolue, entre la date que nous avons annoncée sur le PEP et l'éventuelle date d'une baisse de taux. Pour le dire autrement, ceux qui concluraient de juillet, voudraient conclure de juillet qu'une baisse de taux n'aurait lieu qu'après cette date, se tromperaient. Parce que ça peut être avant.
comme ça peut être après. Exactement, cela dépendra des données et pas du calendrier. Donc, vous ne savez pas quand ce sujet sera remis de vos discussions lors des prochains conseils des gouverneurs. Ça dépendra des données. Bon. Après ça, qu'il y a les marchés, évidemment. Ça c'est une troisième vertu, si vous voulez bien, David Jaco. J'ai parlé Confiance de et confiance, patience. Il y en a une troisième dont je me suis toujours revendiqué, c'est le pragmatisme. Je n'aime pas ces catégorisations par nom d'oiseaux des gouverneurs. Il y aurait les faucons et les colombes. Moi, je me suis toujours revendiqué comme un pragmatique. Je crois qu'aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs, dans son ensemble, autour de Christine Lagarde, est très pragmatique. Après, il y a la pression des marchés financiers. Et quand on voit ce qu'ils anticipent, c'est plus de 100 points de base de baisse de taux directeur l'an prochain de la BCE. Vous leur dites quoi? C'est excessif, c'est envisageable ou on verra bien? Nous commentons très rarement les anticipations de marché, mais nous avons fait hier une remarque technique qui est de dire que notre prévision d'inflation est construite sur une hypothèse de taux d'intérêt qui est le scénario de marché au 23 novembre. Pourquoi? C'est la date à laquelle nous arrêtons nos prévisions. Et au 23 novembre, les taux étaient sur une trajectoire plus haute que celle d'aujourd'hui, après une baisse qui a été très forte. Et donc d'ailleurs, tiens, parlons-en, ces taux souverains à 10 ans, à la fois aux États-Unis mais aussi en Europe, qui ont perdu grosso modo 80 points de base depuis fin octobre, enfin ces dernières semaines. Est-ce que cette évolution, elle vous convient? Ça fait les affaires ou pas de la BCE? Alors, il faut d'abord rappeler que ces évolutions des taux longs, elles se sont faites en deux temps. Vous avez raison sur la forte baisse depuis octobre, mais entre septembre et octobre, à l'inverse, il y avait une forte hausse. Et donc, on a retracé, comme on dit, ou corrigé même un peu plus que cette hausse initiale. Je ne veux pas commenter les évolutions de marché, je relève une forte volatilité. Nous ne sommes pas guidés par les marchés, nous sommes guidés par les données. Et donc nous regardons avant tout l'évolution de l'inflation et nous fixerons les taux au niveau que nous jugerons nécessaire. Donc ce chemin, si je résume, vers une baisse des taux de la BCE, ce sera un chemin plus long que ce qui est attendu aujourd'hui par les marchés, si je lis en creux? Cela dépendra des données. La transmission de la politique monétaire est un peu plus rapide, la désinflation, on l'a dit, a été un peu plus rapide, mais nous verrons. Bon. Et Vous savez, c'est le mandat, la Banque Centrale Européenne comme la Banque de France est indépendante, mais nous sommes indépendantes au nom d'un mandat que nous avons reçu. Et notre mandat, c'est de ramener l'inflation vers 2% à moyen terme, je l'ai dit, d'ici 2025 au plus tard. Et ce mandat, croyez-moi, nous sommes en bonne voie de le remplir. Et nous allons le faire. Et ça n'est pas des considérations de calendrier, de marché, de pression de tel ou tel qui nous feront dévier de ce mandat. Et une première baisse de taux directeur en mars, c'est niet ou pas niet? Cela dépendra des données. Pardon de le répéter, mais je crois qu'il faut être très clair sur la boussole que nous avons. L'objectif, c'est 2%. Nous suivrons le chemin qui nous amènera vers ces 2%. J'ajoute peut-être un point, c'est que dès lors que nous sommes assurés de la destination, les 2% d'ici 2025, je crois que nous choisirons le chemin qui, sur le plan de l'activité, permet de préserver un atterrissage qu'on appelle un soft landing en anglais, ou un atterrissage en douceur, c'est-à-dire un ralentissement de l'activité plutôt qu'une récession. Dans les prévisions que nous avons publiées hier, l'Europe échappera à la récession. Je peux déjà dire la même chose sur l'économie française. La Fed, c'est intéressant parce que la Fed, elle publie ces fameux dot plots, les anticipations anonymisées des gouverneurs, enfin des membres de la Fed. Donc la Fed qui prévoit 3 ou 4 baisses de taux en 2024. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la BCE ne communique pas aujourd'hui ce type d'informations? C'est intéressant. Alors, il se trouve que depuis toujours, nous avons une approche différente. La Fed ne publie pas de prévision, par contre. Il n'y a pas, vous pouvez regarder, il n'y a pas de prévision d'inflation ou de croissance de la part de l'état-major de la Banque centrale américaine. Nous publions des prévisions, et en sens inverse, la Fed publie une espèce de sondage, d'enquête, parmi les membres de son conseil, dont on retient les moyennes, les dispersions, etc. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux méthodes, nous aimons bien la nôtre. Bon. La Fed, on peut le dire, a pivoté mercredi soir. Est-ce que la BCE peut rester trop longtemps? C'est une question qui se pose à l'écart d'un assouplissement monétaire qui viendrait de la part de la Fed. Alors d'abord, je n'ai pas commenté ni la Fed ni ses déclarations.
J'ai lu l'expression pivot, effectivement, il me semble que c'est une interprétation possible de ces propos, je ne la reprends pas forcément à mon compte. Par contre, sur l'autre partie de votre question, alors la politique monétaire de la Banque centrale européenne est indépendante, je l'ai assez dit, elle est aussi indépendante de la Fed. Il se trouve qu'évidemment, nous sommes dans la même économie mondiale et il y a des influences. Nous avons fait face à peu près en même temps au mouvement inflationniste. Nous constatons des deux côtés de l'Atlantique aujourd'hui une baisse de l'inflation. Plus forte en zone euro qu'aux États-Unis, hein, la baisse de l'inflation. Oui, elle n'est pas exactement de même nature, mais c'est vrai, en gros, bon. Et dans les deux cas, une baisse de l'inflation sans récession. Ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. Souvenez-vous du scénario noir, oui. Il y a encore un an, qui était celui où l'inflation s'installait et où on avait la récession. Nous n'aurons ni l'un ni l'autre. Après, il y a des différences. Pour vous citer une différence évidente, le niveau des taux d'intérêt, on ne le souligne peut-être pas assez, n'est pas le même des deux côtés de l'Atlantique. 5,5% aux États-Unis, 4% en zone euro. Oui. Juste un dernier point juste sur le programme PEP. Et donc la BCE, vous l'avez dit, va réduire ses interventions sur le marché obligataire. Donc je redonne le calendrier. Vous n'allez réinvestir que la moitié des tombées obligataires, donc 7,5 milliards d'euros par mois à partir de juillet prochain. Et puis fin 2024, ces réinvestissements cesseront. Donc le bilan, si j'ai bien compris, le bilan de la BCE commencera à baisser en 2025, c'est ça? Le bilan de la BCE a commencé à baisser déjà assez significativement parce que nous avons arrêté depuis plus d'un an les réinvestissements sur l'autre programme d'achat qui s'appelle l'APP. Oui. Et surtout, il y a le remboursement de ce qu'on appelle le TLTRO, qui était des lignes de crédit à 3 ans pour les banques pour soutenir les crédits à l'économique à l'époque du Covid. Donc le bilan de la BCE va continuer à baisser. Il est de combien aujourd'hui le bilan de la BCE? J'ai plus les chiffres en tête. Écoutez, il est de plusieurs milliers de milliards. J'avoue que j'ai pas vérifié le montant exact. Je peux vous dire la taille du bilan de la Banque de France. Nous sommes passés un peu sous 2000 milliards d'euros. Donc nous avons dépassé le point haut et on va être dans une tendance de baisse, ce qui est normal. Ça fait partie de la normalisation de la politique monétaire. Vous savez, dans les armes de la politique monétaire, on oublie toujours de dire que la Banque centrale a à sa disposition, bien sûr, les taux, mais aussi la taille de son bilan. Nous sommes clairement en phase de normalisation. Sur la croissance, qui est moins forte en zone euro qu'aux États-Unis, il y a la question des déficits publics. Ça s'améliore en zone euro. La France sera a priori l'année prochaine autour de 4,5%, peut-être entre 4,5 et 5%. On peut en parler, ça, de la question des finances publiques, de la consolidation ou pas, de la vitesse? On peut tout à fait en parler, et nous en avons parlé d'ailleurs pendant ces 2 jours. Alors, ça n'est pas de la compétence de la Banque centrale, mais c'est évidemment important pour l'environnement dans lequel nous nous situons. Moi, je dirais les choses de la façon suivante, c'est qu'au fur et à mesure que nous sortons de la crise inflationniste, l'Europe et la France vont retrouver leurs défis économiques de moyen terme. Et ils sont très simples à formuler, pas assez de croissance et trop de dette publique. Et donc, il est extrêmement important que nous retrouvions, au-delà de l'urgence, qui a beaucoup dominé l'agenda économique ces dernières années, que nous retrouvions un cap de moyen terme, ce que nous appelons des réformes structurelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Et pour la France? Et pour la France. Parce que la France est un cas particulier en Europe en matière de déficit public, quand même. On n'est pas le meilleur élève. Le problème de la dette publique vaut sur l'ensemble de l'Europe. C'est vrai qu'il pèse plus en France qu'ailleurs. Mais pour l'Europe, ça veut dire au moins 3 leviers très importants dont j'ai eu l'occasion de parler fortement à Francfort dans un discours que j'ai fait mardi. Ça veut dire relancer le marché unique. Ça veut dire faire enfin cette fameuse union des marchés de capitaux qui nous permettra de financer la transition écologique et la transition numérique. Et puis, ça veut dire, c'est l'actualité des prochains jours, retrouver un cadre budgétaire de moyen terme. Vous savez, le fameux pacte de stabilité qui a été suspendu en 2020 au moment de la crise Covid. Il faut qu'il y ait des règles budgétaires de moyen terme, pragmatiques, réalistes, si possible assez simples. On sera sous 3% en zone euro. On sera sous 3% en zone euro en 2024. Oui, mais les règles budgétaires, elles visent les politiques de chaque pays. Ouais. Il faut que ces règles soient si possible assez simples. Il semble que nous n'en prenions pas nécessairement le chemin. Aussi. Mais je crois qu'avoir ce cadre budgétaire de moyen terme, c'est un élément important pour que l'Europe affronte, encore une fois, ces défis dans la durée.
Nous avons partagé le fait qu'il y a un vrai risque pour la politique économique européenne et française d'être trop dominée par l'urgence. Au fur et à mesure que nous sortons de la crise inflationniste, la Banque centrale a fait ce qu'il fallait pour cela. Occupons-nous des réformes dont nous avons besoin pour relancer de façon saine, en diminuant la dette publique, la croissance européenne. Le message est clair. Merci à vous, merci François Villeroy de Galhau pour cet entretien exclusif. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la Banque de France. Merci à vous. Merci. Et Corama, bien sûr, revient dès lundi en direct à midi sur Boursorama. Très bonne journée et bon week-end.